Jobcast. 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 Bienvenue pour la saison 2 de Jobcast. Le but de cette émission est d'interviewer des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Dans cet épisode, nous recevons Radia, qui vient nous parler du métier de psychologue. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Radia. Vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, alors je m'appelle Radia, je suis étudiante actuellement en master sciences de l'éducation. J'aimerais bien finir pour devenir psychologue et j'ai une licence de psychologie. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Oui, totalement. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter votre métier ? Alors mon métier, c'est pas encore mon métier parce que je suis encore étudiante, mais le métier de psychologue, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors un psychologue, c'est un professionnel de la santé mentale. En d'autres mots, en fait, c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres et de comprendre en fait ce qui fait souffrir. Donc voilà, et j'aime bien associer ça parce que j'avais vu une illustration que je trouve super pertinente. C'est en fait comme si on avait dans notre tête, en tant que patient, une bobine de fil où il y a plein de nœuds. Et le psychologue, il essaye de tirer en fait cette bobine de fil pour en défaire les nœuds et en fait comprendre justement ce qui bloque chez le patient. C'est ce que tu as envie de faire plus tard ? Ah, totalement. Vraiment. Et comment devient-on psychologue ? Alors, pour devenir psychologue, il faut d'abord avoir son bac, donc bac général de préférence. Après, je sais que certains arrivent à rentrer en fac sans avoir eu un bac général, mais le bac général, c'est quand même prioritaire. Il faut avoir une licence de psychologie et finir en master de psychologie. Le master, il est nécessaire, sinon on ne peut pas avoir le titre de psychologue. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Et est-ce que vous pouvez nous lister les qualités requises pour être psychologue ? Oui, alors les qualités requises, je dirais qu'il faut avoir des qualités humaines, donc l'empathie, la bienveillance. Et si je devais résumer tout ça en un seul mot, je dirais qu'il faut vraiment avoir de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'intelligence émotionnelle. Oui. C'est en fait quand on essaye d'écouter, c'est vraiment cette capacité d'écouter et de comprendre l'autre et de comprendre que la personne qui est en face de nous, elle peut avoir des émotions qui sont différentes des nôtres et qu'elle peut se comporter différemment de nous. Et en fait, ça rejoint toutes les qualités qu'on peut avoir, l'empathie, la bienveillance, le respect de l'autre. Donc voilà. Est-ce qu'il existe-t-il de différentes branches ou spécialités dans ce métier ? Oui, donc il y a plusieurs parcours, on va dire, plusieurs spécialités. Il y a la psychologie clinique. La psychologie clinique, c'est vraiment... on travaille avec le patient de manière individuelle. C'est typiquement quand on est dans une thérapie où en fait on est seul à seul avec le patient. Ça peut être dans un cabinet, mais aussi en institution. On a d'autres spécialités, par exemple le psychologue social qui, lui, va travailler plus en entreprise. Donc, c'est par exemple quelqu'un qui va s'occuper des problèmes. Vous voyez, dans une entreprise, il y a des salariés. Et en fait, par exemple, il y a des salariés qui vont être mal. Et généralement, on met un psychologue social du travail pour s'occuper de ça. On peut avoir aussi la neuropsy. La neuropsy, c'est le psychologue qui va s'occuper des troubles neurodéveloppementaux. Par exemple, toutes les personnes qui ont des troubles... il faut un exemple. Par exemple, le trouble autistique, mais aussi toutes les personnes qui ont des troubles... vous voyez, par exemple, les personnes qui sont HPI, par exemple, eux, les neuropsies, ils vont faire passer des tests. C'est vraiment plus la cognition, en fait. C'est vraiment que des tests. Donc, voilà. Et quelle matière et spécialité au lycée vous recommanderiez pour devenir psychologue ? Alors, moi, en première, j'avais pris HLP, maths et SES. Et en terminale, j'ai gardé que maths et SES. Et en fin de compte, je me rends compte qu'avoir gardé les maths, c'est plutôt pas mal. Parce que dans la licence, en fait, on a beaucoup de cours de statistiques. Et même de manière générale, les maths, c'est très important parce qu'en dehors des chiffres, ça permet en fait de développer son esprit de synthèse, de logique, de raisonnement. Et dans la licence de psychologie, on est beaucoup amené à rédiger des cas cliniques, des synthèses. Et ça peut être super bien justement d'avoir cet esprit de raisonnement. On organise bien ses idées. Et si c'était à refaire, j'aurais pris l'aspect SVT aussi parce qu'il y a beaucoup de cours de biologie en psychologie. Donc c'est quand même bien d'avoir quand même des bases. Est-ce que vous pouvez nous parler des revenus sur ce métier-là ? Oui. Alors, quand on commence,
Généralement, on est en CDD. On commence généralement en institution. Donc les revenus, c'est au SMIC. C'est pas forcément un revenu qui est très élevé, mais au fur et à mesure, on peut continuer de se former et en fait développer ses compétences. Et c'est là où en fait on va pouvoir entre guillemets justifier qu'on mérite d'être payé mieux. Et le salaire, en fait, il augmente au fur et à mesure de l'expérience. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Et y a-t-il des idées fausses sur ce métier ? Alors, oui. Déjà, la première idée, c'est que le psy, c'est quelqu'un... on consulte un psy parce qu'on est fou, alors que non. On peut consulter un psy alors que... on peut aller bien. On n'est pas forcément fou quand on consulte un psy, donc ça, c'est déjà la première chose. Et une deuxième idée reçue, c'est que le psy s'en fiche un petit peu, c'est-à-dire que lui, il est là juste pour qu'on le paye. Et en quelque sorte, pendant la séance, il ne va pas parler. On est juste là assis et puis on raconte ses problèmes. Et le psy, en fin de compte, il s'en fout parce que lui, il veut juste prendre le billet à la fin de la séance. Et ça, c'est faux. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des psys qui ne font pas ça. Hein. C'est sûr qu'il doit y avoir des psychologues qui, malheureusement, ne parlent pas pendant la séance. On a l'impression qu'on parle à un mur. Ça existe, mais c'est pas quelque chose de... c'est pas la généralité, quoi. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris durant vos études ? Je dirais déjà principalement la biologie, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait autant de cours de biologie. Donc ça, c'est la première chose. Et mis à part ça, franchement, il n'y a pas d'autres choses qui m'ont le plus surprise. Ok. Et quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui, plus tard, voudront être psychologues ? En fait, il faut aimer l'être humain, tout simplement. On ne peut pas être psychologue si on n'aime pas être proche des gens, si on n'aime pas les écouter, si on n'aime pas les comprendre. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, aujourd'hui, on perd, parce que dans pratiquement toutes nos relations, on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas. Alors, on va s'entendre, c'est-à-dire que on s'entend dans le sens où ça passe par l'oreille et puis ça ressort par l'autre, mais on ne va pas se poser et vraiment essayer de comprendre pourquoi la personne en face de nous, elle nous dit ça, qu'est-ce que ça lui a fait ressentir. Et c'est quelque chose que je trouve dommage. Et justement, dans le métier de psychologue, on retrouve ces qualités humaines qui sont essentielles. Donc, en fait, il faut aimer le contact humain, il faut être proche de l'humain, en fait. Il faut aimer ce contact-là. Et quel statut social associé à ce métier ? Statut social, en fait, ça dépend de quand est-ce qu'on fait. À la fin des études, où est-ce qu'on va ? Donc, soit on commence... généralement, on commence en institution parce qu'on a peu d'expérience. On ne peut pas vraiment commencer en libéral. Donc, soit on est salarié, c'est-à-dire qu'on travaille en institution. Soit on va ouvrir son cabinet, donc on va être en libéral. Et là, ça va être le statut d'entrepreneur. Et en fait, en institution, on peut être en CDD, on peut être aussi en CDI. Et voilà. En tant que psychologue, est-ce que vous pouvez travailler dans un pays étranger en ayant le diplôme français en France ? Alors, normalement, oui, parce que les diplômes en France, ils sont reconnus. Je sais que pour l'inverse, ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, quand on vient de l'étranger pour venir en France et travailler en tant que psychologue, je sais qu'il y a des fois des... comment ça s'appelle ? Vous voyez, quand il faut repasser un diplôme, des équivalences. Voilà, il faut faire des équivalences pour pouvoir valider, entre guillemets, son diplôme pour pouvoir ensuite travailler en France. Mais le diplôme français, oui, on peut travailler tout à fait à l'étranger avec. Ça, il n'y a pas de problème. Et après, du coup, votre bac, vous avez fait des vœux. Vous pouvez nous en dire plus sur ces vœux-là ? Les vœux de Parcoursup ? Oui, exactement. Oui, j'avais fait du coup des vœux. J'avais mis dans toute la France pour une licence de psychologie. J'avais pas mis autre chose forcément parce qu'il faut avoir la licence de psycho. Et puis, pour moi, ça a été plutôt facile Parcoursup parce que j'ai pas eu de refus. J'ai directement été prise. Après, je sais que pour certains, c'est difficile d'accéder en licence. Mais pour ma part, ça a été plutôt simple. Mais est-ce qu'en tant que psychologue, on peut avoir son propre cabinet ? Oui, bien sûr, tout à fait. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on vient d'être diplômé, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Et puis, pour ouvrir un cabinet, il faut avoir les moyens, il faut pouvoir gérer ensuite sa comptabilité tout seul. Les revenus, ce n'est pas les mêmes parce qu'on a son propre compte. Alors que quand on est directement en institution, le salaire, à la fin, on sait que ça va être... peu importe le nombre de patients qu'on va avoir, le salaire est le même. Donc,
quand on vient d'être diplômé, c'est vrai que c'est compliqué de s'installer en cabinet libéral, mais au fur et à mesure, on peut tout à fait s'installer en libéral, il n'y a pas de problème. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans vos études? Franchement, moi, mes études, je les ai trouvées très simples. Niveau charge de travail, j'ai pas trouvé ça difficile. Après, je pense aussi c'est parce que j'ai été très passionnée par mes études, donc j'ai pas vraiment ressenti de difficulté. Et puis même quand c'était difficile, le fait de vraiment aimer ce que j'étais en train de faire, pour moi, c'était que du plaisir quand bien même c'était difficile. Mais par contre, je dirais la chose qui est quand même difficile, c'est une fois qu'on a fini la licence de psycho, il y a un autre système, en fait, c'est un petit peu comme Parcoursup, mais du coup, c'est mon master, ça s'appelle mon master. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ça dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir validé la licence de psychologie et malgré le fait qu'on l'ait validée, ça veut pas... cette plateforme-là, en quelque sorte, elle peut te refuser l'accès en master et le master, il le faut pour devenir psychologue. Donc ça, je dirais, c'est la chose la plus compliquée parce que finalement, ça dépend pas de notre ressort. C'est un petit peu comme Parcoursup, on veut continuer, on veut aller quelque part, mais en fait... la plateforme, elle nous refuse. Donc ça, c'est quelque chose qui a été quand même difficile. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ce que vous aviez dit, vous faites quoi en ce moment? Alors en ce moment, j'ai validé ma licence de psychologie, sauf qu'il fallait que je continue en master de psychologie. Et la plateforme Mon Master, j'ai été en attente tout l'été. Donc j'ai pas eu le vœu de master de psychologie que je souhaitais. Et en attendant, je me suis inscrite à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne pour faire un master sciences de l'éducation. Donc ça a rejoint un petit peu, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même des notions de psychologie. C'est vraiment axé sur l'éducation de manière générale. Et moi, je voulais un master psychologie de l'éducation, donc ça rejoint quand même un petit peu ce que je voulais faire. Mais le problème, c'est qu'à la fin de ce master-là, je ne pourrais pas avoir le titre de psychologue parce qu'il faut le master de psychologie pour être psychologue. Donc en attendant, je fais ce master-là, en attendant au mois de mars prochain, pour pouvoir repostuler en master de psychologie. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir psychologue? C'est quand que vous avez eu ce déclic-là? J'aime beaucoup cette question parce que franchement, quand on me demande ça, je raconte ça avec passion parce que c'est incroyable. C'était justement quand j'étais en 3e. Vous savez, les profs de français, souvent, ils nous demandent de lire des livres. Et il y avait d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, c'est très important de lire les livres qu'on nous demande de lire à l'école parce que peut-être que c'est comme ça qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas découvert autrement. Et la prof de français, elle nous avait fait lire un livre justement qui parlait un petit peu de psychologie. Et moi, la psychologie, je ne connaissais pas du tout. C'est grâce à la lecture de ce livre que je me suis intéressée à la psychologie et depuis la 3e, c'est ce que je veux faire. Tout le lycée, je pensais qu'à ça, finir mon lycée, passer le bac et rentrer en fac de psycho. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis très contente. Et ouais, donc en fait, c'est parti de là, en fait, la lecture d'un livre à l'école. Super, et on pourrait avoir le titre? Oui, c'est Un secret de Philippe Grambert. Et la professeure, si elle passe par là, je l'espère, c'était Madame Nicolet. Donc, je vous remercie si un jour elle entend cette radio. Donc, voilà. Et est-ce que pendant vos études, vous faites des stages et comment ça se passe? Oui, on fait des stages, mais ça dépend aussi des facs parce qu'il y a des facs pendant la licence qui vont rendre les stages obligatoires et d'autres facs non. Moi, dans ma fac, c'était obligatoire en 3e année de faire un stage. Donc, j'ai fait un stage de 105 heures. Et on choisit en fait le lieu où on veut faire le stage, mais c'est un petit peu plus compliqué aussi parce que quand on est étudiant en psychologie et qu'on veut faire un stage en psychologie, c'est beaucoup plus compliqué parce que les psychologues en fait ils vont pas forcément vouloir de nous parce que vous savez il y a le secret professionnel, donc ça peut être compliqué. Mais en soi, la psychologie, voilà, il y en a un petit peu de partout, donc on n'est pas forcément obligé en licence de le faire auprès d'un psychologue. Ça sera plus en master où vraiment on va devoir être auprès d'un psychologue. Donc en licence, franchement, on peut se débrouiller un petit peu. On peut trouver un stage un petit peu de partout, donc ça va. Votre stage, vous l'avez fait où? Je l'ai fait à l'Agacève, c'est à Saint-Étienne vers Bellevue. C'était dans un CMOH, c'était un service éducatif en milieu ouvert dans la protection de l'enfance. Et est-ce que écouter les problèmes des autres, c'est pas trop dérangeant pour vous? Un petit peu. Alors, quand j'ai fait mon stage, la psychologue qui était avec moi, justement, elle a été très gentille de ce côté-là parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait certaines consultations auxquelles je ne pourrais pas assister parce qu'il y allait avoir des choses en fait, qui allaient être très difficiles pour moi en tant qu'étudiante à entendre. Donc déjà, en tant qu'étudiante, on nous prépare à la difficulté en fait, dans ce qu'on va entendre. Après, je sais que quand on finit...
quand on est diplômé et qu'on exerce, on a ce qu'on appelle la supervision. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un psy pour nous, en tant que psy, dans le sens où, en fait, c'est pas forcément une séance de psychologie, dans le sens où, voilà, on est en tant que patient. Non, c'est plus... vous voyez, quand on parle un petit peu de ce qu'on a vu dans la journée en tant que psychologue, voilà, on va parler à un autre psy pour lui dire, écoutez, on a vu ça en consultation, ça m'a marqué, comment je pourrais travailler ça avec le patient. En quelque sorte, c'est comme un espèce de retour sur son propre travail, sur des choses qui ont été quand même assez difficiles, histoire de ne pas rester seule non plus dans ce métier, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué toute la journée à entendre des choses qui peuvent être quand même difficiles. Tes patients, ils ont quel âge? Alors, les patients, ça dépend de justement ce qu'on choisit. Mais moi, quand je vais être diplômée, j'aimerais beaucoup travailler avec les adolescents. Après, on peut choisir de travailler avec un type de personnes, c'est-à-dire soit on choisit les adultes, soit on choisit les enfants, soit on choisit les adolescents, soit on peut tout choisir aussi. Mais moi, j'aimerais beaucoup travailler avec les adolescents. Et est-ce que c'est possible de cumuler plusieurs emplois en exerçant ce métier? Plusieurs statuts? Ah oui. Oui, tout à fait. On peut, par exemple, mes professeurs à la fac, ils étaient et salariés et en même temps entrepreneurs, donc ils travaillaient en institution, mais aussi ils avaient leur cabinet à côté. Et ça, je trouve que c'est bien parce que du coup, on peut s'assurer en fait, la sécurité du salariat, parce que dans le salariat, c'est quand même, il y a quand même une sécurité parce qu'à la fin, on sait que le salaire va être là. On sait qu'on a un job qui est constant. Et en même temps, on peut ouvrir son cabinet, c'est-à-dire qu'on peut se développer de son côté. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, on peut cumuler les deux. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Et quelles sont les conditions de travail en étant psychologue? Les conditions de travail, ça dépend du statut du coup. Si tu es en institution, tes conditions de travail, ça va être en fonction de l'institution. Mais si tu es en cabinet, si tu es en libéral, là, tes conditions, c'est un petit peu les tiennes. C'est toi qui décides de tes horaires, c'est toi qui décides des jours où tu travailles. Donc, ouais, en fait, ça dépend de ton statut. Ça varie, quoi. Oui, ça varie. Et là, t'en es où? Là, j'en suis en master sciences de l'éducation, donc c'est pas encore un master de psychologie, en attendant de repasser la sélection l'année prochaine. Donc, voilà. Est-ce que dans ce métier, il y a beaucoup de responsabilités? Ah oui, énormément. Il y a énormément de responsabilités parce que, déjà, la première responsabilité, c'est on a un patient qui vient vers nous et qui est vulnérable, qui est en souffrance. Et la première responsabilité, c'est de s'assurer que ce patient-là, il aille mieux dans le temps. Et par exemple, quand on a des patients qui viennent et qui, je sais pas moi, vous disent qu'ils ont prévu de se suicider à tel moment, ça, il y a le secret professionnel. On peut pas raconter ce qui se passe en séance, mais des fois, il y a des situations qui sont tellement urgentes parce que ça dépend de la vie du patient que on a cette responsabilité de vie finalement, et on doit braver ce secret professionnel, ce qui est autorisé dans ce genre de situation. Donc une responsabilité, c'est on a la vulnérabilité du patient, on a un patient qui peut se mettre en danger de mort. Donc c'est ça la première responsabilité, c'est attention, on a une vie devant nous, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que vous aimez bien la fac? J'aime beaucoup la fac par rapport au lycée, ça n'a rien à voir. Après, la fac, ça peut être compliqué si on n'est pas capable d'être autonome, parce que la fac, c'est plus comme le lycée, c'est-à-dire que les profs, ils ne sont pas derrière votre dos. Si vous venez, vous venez. Si vous ne venez pas, le prof, il s'en fiche. Et des fois, le prof ne connaît même pas votre prénom, tellement vous êtes nombreux dans la promo. Donc, j'aime beaucoup la fac parce que j'ai toujours été quelqu'un de très autonome et j'aime beaucoup la liberté qu'on me laisse, c'est-à-dire de choisir, de pouvoir m'organiser. Donc, la fac, j'aime énormément pour cette liberté-là qu'on nous donne. Après, ça peut être double tranchant parce que si on n'est pas capable de travailler tout seul de son côté, on n'aura pas de prof derrière notre dos. Donc, il y en a beaucoup qui laissent tomber parce qu'en fait, il n'y a pas ce côté, on te surveille, on est derrière ton dos. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à votre foulard ou quelque chose comme ça? Alors, à la fac, non, parce qu'à la fac, on a le droit de le porter et tout autre signe religieux, on a le droit. Mais ça va poser problème au niveau des stages parce que les stages, on les fait en institution, aussi dans les associations. Et là, du coup, ça dépend du personnel qu'il y a dedans. Moi, personnellement, en fait, toutes mes études, je pense que j'ai été très chanceuse parce que j'ai ressenti aucune difficulté. Quand j'ai fait mon stage à la GACEV, donc c'était dans une institution, justement, et la psychologue qui m'avait reçue durant l'entretien, elle ne m'avait absolument pas parlé
de mon voile et je m'attendais justement à ce qu'elle m'en parle dès le premier entretien. Donc je pensais que c'était justement jackpot et que c'est bon, ça allait pas poser problème. Et en fait, au deuxième rendez-vous, elle m'en a parlé justement pour me dire qu'elle n'avait pas osé m'en parler au premier entretien et que durant le temps qu'il y a eu entre le premier et le deuxième entretien, elle s'était renseignée auprès de sa direction pour demander l'autorisation et ça avait été accordé parce que finalement, j'avais pas le statut de salarié, j'étais juste une stagiaire. Donc le voile ne devait pas poser problème. Après, c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a d'autres filles que je connaissais qui ont dû le retirer ou qui justement ont été refusées. Donc en fait, ça peut être difficile si là où tu postules, en fait, ils ont une politique à l'intérieur en fait qui, voilà, ils refusent. Donc ça peut être une difficulté, mais ça peut être non, franchement non. Si, c'est une difficulté, ça peut pas être une facilité, ça c'est sûr. Jamais on m'a avantagée parce que je portais un voile, au contraire. Donc oui, c'est une difficulté, ça c'est sûr. Est-ce qu'à l'avenir, vous préférez travailler à votre compte ou à l'institution ? Au début de mes études, j'étais sûre de moi, c'est-à-dire que je voulais travailler à mon propre compte parce que j'aime bien pouvoir choisir quand est-ce que je veux travailler, mes horaires. Voilà, cette liberté-là que j'aime énormément. Mais en fait, quand j'ai fait mon stage l'année passée, je me suis rendu compte que l'institution, c'était super parce qu'on est entre collègues. On peut discuter de ce qu'on a vu, de ce que... Enfin, c'est toujours mieux d'être accompagné que d'être tout seul. Donc, au début, voilà, comme ce que j'ai dit juste avant, j'avais une vision, voilà, je termine mes études, je me mets en libéral, je travaille toute seule et puis voilà, comme ça, c'est fini, je suis toute seule, j'ai mes horaires, je décide de quand je veux travailler. Mais finalement, je pense que j'aimerais faire les deux, c'est-à-dire commencer en institution, avoir de l'expérience en étant entourée. Et c'est vrai que par contre, à long terme, je me vois pas finir en institution, ça c'est sûr. À long terme, vraiment, j'aimerais bien avoir mon propre cabinet. Mais c'est vrai qu'au début, en institution, franchement, je dirais pas non. Quel est le statut social associé à ce métier ? Le statut social, c'est-à-dire le statut social associé à ce métier ? Comme la reconnaissance de la société, l'image publique, etc. Ah, ça c'est une bonne question. En vrai, le statut social, voilà, on a un côté de la population qui vont trouver que le métier de psychologue, ça sert à rien, que voilà, le psychologue est là juste pour se faire de l'argent, mais on a une autre partie, surtout dans les jeunes générations, que je trouve très bien parce qu'aujourd'hui, on promeut plus la santé mentale. Donc en fait voilà, on a deux côtés. On a le côté qui sont là en mode bon bah ça sert à rien, voilà, le psychologue il s'en fout un petit peu de ta vie, c'est une perte de temps. Et de l'autre côté, chez les générations qui sont plus jeunes, le psychologue justement on le valorise parce que c'est aujourd'hui la santé mentale, surtout encore une fois chez les jeunes pardon, c'est quelque chose qui est très valorisé, qui est super important. Donc ouais, franchement le statut social, je dirais que en vrai, le psychologue, il est bien reconnu quand même. Et quels conseils donnerez-vous pour devenir psychologue ? Franchement, c'est un petit peu, je me répète, je pense, mais c'est vraiment aimer l'être humain. C'est-à-dire aimer être proche, aimer vouloir comprendre en fait ce que l'autre ressent. Ça, c'est pas tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas vraiment se poser avec... Et ça, on le voit partout un petit peu dans nos relations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se parle de moins en moins, on essaye de moins en moins de se comprendre, on ne veut pas trop s'approcher de la souffrance parce que voilà, chacun ses problèmes, chacun sa propre souffrance. J'ai pas envie de savoir ce que tu ressens au fond de toi parce que moi-même, je suis déjà pris par ce que je ressens. Donc ouais, franchement, le conseil que je donnerais, c'est voilà, aimer être proche de l'autre, aimer... c'est ce besoin en fait, de vouloir comprendre pourquoi l'autre ressent ce qu'il ressent, pourquoi il souffre. Donc voilà, être proche de l'humain en fait. Merci, c'est Merci gentil. beaucoup. On vous remercie beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Pas de souci. Merci. C'est la fin de notre épisode sur le métier de psychologue. Merci à Adèle, Naïla et Doulan-Rif d'avoir écrit et posé ces questions. Et merci à Radia d'être venue nous rencontrer et d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast.